Adnan Nazam. Bonjour, Merci d'avoir accepté l'invitation Street Reporter. plaisir. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vais vous présenter en quelques mots. Donc vous êtes écrivain et réalisateur franco-syrien. Vous avez notamment réalisé un film documentaire sur les 7 ans de guerre vécus par le peuple syrien, mais aussi écrit des ouvrages comme À cheval entre Orient et Occident aux éditions du Rocher et votre dernier livre Damas-Moscou à cheval aux éditions du Alpha, dont nous allons parler tout à l'heure. Alors, pour les petites présentations, pour ceux qui voudraient avoir quelques précisions complémentaires, vous êtes né, vous avez grandi en Syrie, mais la France a une grande place dans votre vie, car vous y avez vécu plusieurs années en tant qu'homme de terrain notamment. Vous étiez très présent dans la vie associative. Vous êtes même présenté aux élections législatives en 1994, n'est-ce pas? Absolument. Voilà. Et vous avez été également décoré chevalier de l'Ordre national du mérite. Et puis ensuite, vous avez décidé de repartir vivre en Syrie au début du conflit. Et donc, nous allons profiter de votre expérience afin d'aborder avec vous quelques sujets d'actualité, puisque chez Street Reporters, nous relayons essentiellement des sujets d'actualité. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par quelques questions d'actualité, notamment sur la Syrie. Et ensuite, nous terminerons par évoquer ensemble votre dernier ouvrage. Est-ce que ça vous convient? Avec plaisir. Alors, c'est parti. Il est vrai que ces dernières années, entre la crise sanitaire et le conflit Ukraine-Russie, nous n'entendons plus parler du conflit en Syrie. Pour ceux qui nous regardent, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer brièvement où nous en sommes aujourd'hui? Quelles sont les différentes forces en opposition en Syrie et quels en sont les enjeux? Moi, je pense que ce n'est pas uniquement à cause de Covid ou la guerre en Ukraine qu'on ne parle plus de la Syrie. C'est une méthode occidentale qui s'explique. On parle d'un pays au moment où on est en train de préparer pour l'envahir, pour le casser, pour le copier. Mais une fois que le chantier est fait, une fois qu'on a cassé, une fois qu'on a détruit, ça y est, on le laisse à son sort et on part faire un autre chantier. Dans les années 2011, si vous vous rappelez, la Syrie occupait la place numéro 1 dans tous les médias en France. Je me rappelle, toute la presse en France envoyait des bras pleins de sang de président Bachar al-Assad sur la couverture de Libération. Sur toutes les ondes de radio, qu'ils soient RMC ou France Info, ou toutes les clics, toutes les chaînes de télévision en France, dès qu'on ouvre la télévision, il n'y a que la Syrie. On parlait de dictateurs, on parlait d'une armée de dictateurs, on parlait de régime, il n'y avait que la Syrie. Pour que ça rentre dans la tête des Français, pour qu'on puisse avoir l'adhésion des Français sur une décision politique et militaire. Ça a été la même chose avant l'invasion de l'Irak en 1990-91. Et ça a été la même chose. C'est le même procédé. Partout. Donc, si vous voulez, il y a une recette. Il y a une recette depuis des centaines d'années. Depuis que le monde occidental a commencé à mettre dans ses perspectives, dans ses objectifs, c'est comme un faucon, il regarde la proie et il prépare tous les paramètres et puis il va sur la proie. Et c'est une méthode, c'est une manière, et c'est une recette politico-militaire et économique, les trois à la fois. Et malheureusement, on a passé plusieurs années à faire cet exercice pour alimenter la guerre en Syrie. Et une fois que la guerre était achevée et le pays était vraiment détruit,
Et là, on est parti pour parler d'autre chose. Donc aujourd'hui, où nous en sommes exactement dans ce conflit? Ben, si vous voulez, on peut avoir plusieurs lectures. On peut avoir une lecture, voilà, nous sommes des héros en Syrie, on a gagné la guerre, on est encore debout, parce qu'on s'appelle toujours la République arabe syrienne, on n'est pas divisé en 10 États. L'armée syrienne, elle est toujours là. Le peuple syrien, il est toujours là. Ça, c'est une lecture. Mais on peut avoir une autre lecture. On peut dire que la Syrie, elle est complètement par terre économiquement. Le peuple syrien souffre. Pas d'énergie. On a des fois même pas une demi-heure d'électricité par jour. Comment voulez-vous qu'on vit dans le 21e siècle sans lumière? Donc, on a plusieurs régions qui sont sous contrôle de l'ennemi. La Turquie dans le nord, l'Amérique dans le nord-est, les groupes salafistes Daesh et compagnie un peu partout, Israël dans le sud. Donc la Syrie aujourd'hui, elle est découpée là. Elle est encerclée par des ennemis. Donc ça c'est une autre lecture. Donc pour la situation en Syrie, c'est sûr qu'on peut avoir plusieurs lectures et chacun il peut te dire oui j'ai raison. Pour moi en tant que Syrien, je me considère que patriote syrien et je suis fier de ça, j'aime mon pays. J'ai tout abandonné pour vivre en Syrie en 2011 pour être auprès de peuple syrien qui est ma famille, mon peuple. Aujourd'hui, c'est sûr que je suis triste. Je souffre à la souffrance de mon peuple, des Syriens, qui sont un peu été obligés de partir dans le monde entier. On a plus de 10 millions Syriens qui sont dans le monde entier. Qui ont fui finalement pendant ce Absolument, conflit. parce qu'il y a de la famine, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de... Et puis il y a certainement de l'insécurité. Il y a beaucoup de bandes armées, il y a beaucoup de groupes armés qui ont pris place hors contrôle. Et, oui. Et justement, on en viendra tout à l'heure effectivement de la reconstruction de la Syrie. Juste avant, il y a récemment eu la première rencontre officielle depuis le début du conflit entre le ministre turc syrien et russe de la Défense. Ankara aurait accepté de retirer ses troupes du nord Syrie. Pensez-vous que cette nouvelle approche turque envers la Syrie est sincère? On parlait des Turcs tout à l'heure. Honnêtement, chaque pays du monde, c'est comme chaque être humain, il pense d'abord aux intérêts. Il n'y a pas de morale dans la politique, donc il y a des intérêts. Erdogan aujourd'hui, il a tout intérêt à pacifier le front avec la Syrie. Le peuple turc veut que le quelques millions de Syriens repartent vers leur pays parce qu'ils prennent leur place, soi-disant. Alors moi, je crois le contraire. Et donc, Erdogan, il est à quelques jours d'élection, à quelques mois. Il a envie de gagner cette élection. Donc, il est en train de tout faire pour arranger la situation avec la Syrie. Donc, c'est pas vraiment, on ne peut pas dire que c'est sincère ou pas sincère. Ça n'a strictement rien avec le moral ou le sentiment.
c'est une nécessité pour la Turquie. Mais bon, je ne pense pas que ça va marcher parce que c'est très très compliqué. Les États-Unis ne veulent pas la paix pour la Syrie, ils ne veulent pas la paix pour la Turquie parce qu'aujourd'hui, Erdogan, il n'est pas bien ni avec l'Amérique, ni la Grèce, ni la Syrie. Il a une situation aussi difficile. Et puis, bien entendu, ses problèmes avec son ennemi principal, qui est les Kurdes, dans le nord-est de la Syrie. On va en parler également tout à l'heure. Alors, changeons maintenant de pays. Donc, Israël mène régulièrement des raids aériens contre la Syrie. Récemment, notamment, il y a eu l'aéroport de Damas qui a été touché par des frappes israéliennes qui ont fait quand même 4 morts. Pourquoi la Syrie subit les frappes mais ne riposte pas? Est-ce que pour vous c'est stratégique ou est-ce que tout simplement ils n'en ont pas la capacité? Écoutez, moi dans la vie, j'aime parler uniquement de ce que je maîtrise. C'est une question militaire très sensible. Je ne suis pas un spécialiste dans vraiment, le domaine. Je préfère rester humble. Est-ce que la Syrie, nous officiellement on dit on réserve le droit de réponse. À quand? Je ne sais pas. Et puis Israël ne vise pas uniquement les installations syriennes, vise l'installation iranienne en Syrie. Et puis il n'y a pas que la Syrie qui est concernée par ces frappes, il y a la Russie aussi. On a un accord d'amitié avec la Russie, avec l'Iran, donc on ne peut pas demander uniquement à la Syrie de riposter. Pourquoi on ne demande pas à tous les belligérants de riposter? Donc la Syrie il subit ces frappes de l'ennemi israélien. Et puis je pense qu'un jour ou l'autre, il y aura des ripostes. Je vois. Alors Benjamin Netanyahou est revenu au pouvoir avec un gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël. Ils ont indiqué vouloir annexer les territoires palestiniens et le plateau du Golan. Est-ce que l'État syrien va laisser faire? Votre point de vue? Netanyahou n'est pas plus à droite qu'un autre je veux dire, homme politique en Israël. Depuis la création de cet État d'apartheid, en fait, la création même de l'entité sioniste, elle est basée sur l'extrémisme. Qui Shamir, il était plus doux que Netanyahou. Sharon, si on regarde Ben Gurion, donc en fait la base même de la création de l'État sioniste est basée sur l'extrémisme. On ne peut pas créer un État sur le sol d'un autre peuple par la tendresse. C'est une méthode anglo-saxon qui a été complètement adoptée par les groupes sionistes et bien entendu pratiquée pour arriver à ce qu'ils sont arrivés aujourd'hui. Donc Netanyahou, il ne fait que répéter ce que les autres hommes politiques sionistes sont venus avant lui. Je vois. Alors tout à l'heure, vous parlez de reconstruction de la Syrie. Est-ce que vous pensez que cette reconstruction est possible alors qu'elle n'est pas souveraine de tout son territoire, comme notamment à Idlib ou dans la partie kurde syrienne? Vu que le problème en Syrie aujourd'hui est un problème international, ce n'est pas du tout un problème, je veux dire, la guerre en Syrie, ce n'est pas une guerre civile entre citoyens syriens. C'était une guerre planifiée, c'était une guerre planifiée à l'extérieur de la Syrie.
Donc il y avait plusieurs belligérants. Comme une guerre mondiale, quoi. Absolument. Oui, oui. Donc ceux qui ont participé à la guerre en Syrie, ceux qui ont participé à la destruction de la Syrie, aujourd'hui, ils vont se retrouver en train de participer à la reconstruction. Quand? C'est ça en fait, parce qu'il faut de l'argent. Qui va payer cet argent? Et bien entendu, si les États-Unis ne trouvent pas son compte dans la facture, elle ne va pas ordonner aux pays du Golfe et à l'Arabie Saoudite de mettre de l'argent. Donc la reconstruction de la Syrie, c'est comme c'est la guerre en Syrie. C'est une décision, bien entendu, qui ne concerne pas seulement les Syriens, mais toutes les puissances régionaux et internationaux. Alors, donc toujours sur la partie reconstruction, comment l'État syrien compte financer sa reconstruction? On en parlait tout à l'heure, d'autant plus qu'en décembre, le ministère des Affaires étrangères syrien a évalué les pertes économiques de la Syrie dues aux opérations sur son sol à environ 119 000, quasiment 111,9 milliards de dollars, dont 19,8 milliards sont perdus à cause du vol de pétrole et de gaz par les Américains. Bien sûr, moi je pense que la somme est inutile d'annoncer une somme. C'est une somme colossale. C'est un plan Marshall multiplié par 100 qu'il faut pour reconstruire la Syrie. Et je répète exactement la même chose. Ce n'est pas avec l'argent de poche que les Syriens qui vont reconstruire maintenant tout un pays qui était en ruine. Il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité historique. Les pays agresseurs, les États-Unis, l'Europe de l'Ouest, c'est eux qui ont ordonné cette guerre. Un jour ou l'autre, ils seront obligés de mettre la main dans la poche et participer à la reconstruction de la Syrie. Quand? Ça, c'est une autre histoire. D'accord. Pensez-vous qu'une réconciliation est possible entre l'État syrien et leur population kurde syrienne? Vous savez, ce qui s'est passé en Syrie, ce n'est pas un acte orphelin. Citez-moi un seul pays au monde qui n'a pas été divisé entre Est-Ouest ou Nord-Sud, que ce soit par exemple les États-Unis, la guerre entre le Nord et le Sud, la France du maréchal Pétain et la France du général de Gaulle, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, il y avait un mur de je ne sais pas quoi. La Chine, il n'y a pas un seul pays au monde qui n'a pas connu ces dernières années une guerre civile. Et puis, pourquoi? Parce qu'il y avait toujours l'ingérence extérieure qui alimente cette guerre. Mais au bout de compte, les populations, et notamment maintenant en Syrie, les Syriens, un jour ou l'autre, ils vont dire, écoutez, ça suffit. Il faut qu'on reparle ensemble. Et surtout, le peuple syrien, il y a beaucoup de liens de sang entre eux. Il y a beaucoup de liens tribal. Ce n'est pas un peuple de ramassis. Et les Syriens, ils sont cousins, ce sont des tribus qui sont venues de Yémen via la péninsule arabique et l'Irak et la Syrie, et puis après l'Égypte, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie. Donc les Arabes d'une manière générale, je suis sûr que si on creuse entre moi et Younes, on va trouver des liens tribaux qui remontent peut-être pas plus que 200 ans.
Et ça, ce n'est pas des paroles en l'air, c'est de la réalité. Regardez, les Arabes, c'est une des nations le plus qui conserve des liens de sang. Donc, quand on a des liens de sang, on se fâche rapidement peut-être, mais on se réconcilie. On se pardonne. Voilà. Je vois. Alors, on parlait tout à l'heure de cette approche quand il y a des conflits, de ce travail que font les médias et autres. Est-ce que vous pensez qu'il y a des similitudes dans l'approche occidentale dans le début de la guerre en Syrie et le conflit Ukraine-Russie? Identique. C'est incroyable. Oui. Quand je regarde les médias aujourd'hui, je regarde BFM. Ça ressemble vraiment à un plateau de ma grand-mère avec toutes les femmes de village qui sont en train de raconter des histoires. Ah ouais, regardez Poutine. Ah, il a un bouton sur le visage. Ah, oh là là, regardez son oreille rouge. Ah, j'ai entendu que Poutine est passé la nuit à l'hôpital. Vous savez, c'est vraiment soi-disant des grandes théories de psychologie, de guerre médiatique, de la propagande, mais ça me fait penser aux vieilles de mon village quand ils se réunissent pour parler contre quelqu'un, quoi. Donc c'est vraiment, mais c'est exactement la même méthode, diaboliser, pour mieux tuer, pour mieux envahir. On va taper sur Saddam, allez, Saddam est diable, il faut qu'on le tue. On tape sur Bachar, Bachar est un diable. On va taper sur Poutine, Poutine est un diable. Et la France qui est malheureusement en train de sombrer dans des problèmes économiques, les boulangers, les petites entreprises. On en parle en ce moment, oui, tout à fait. Ça, on laisse les quelques milliards de dettes pour la génération future. Tout ça, je veux dire, non, c'est exactement la même méthode. Je vois. Alors, vous le soulignez dans votre livre, le sang des soldats russes a coulé aux côtés du sang syrien pendant le conflit en Syrie. Et d'ailleurs, on sent que vous avez une profonde reconnaissance pour la Russie, d'où ce voyage que vous avez réalisé. Que représente pour vous la Russie? Vous savez, tout est relatif dans la vie. En 2017, quand les opérations militaires sont arrêtées en Syrie, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Donc moi j'étais pendant toutes ces années-là sur le front avec les soldats, avec tous les patriotes, quoi. J'étais vraiment impliqué dans tout ça pour parler, pour écrire, pour faire la propagande à ma manière avec mon peuple contre nos ennemis. Et quand la guerre et les opérations ils seront arrêtées, je me suis dit maintenant je vais essayer de enregistrer ces souvenirs. Et là je fais mon film, une tragédie, une légende syrienne. Et c'est sûr que c'était pour moi quelque chose de magnifique de rassembler toutes ces images qui ont façonné ces années de guerre en Syrie. Les martyrs, les femmes, les familles de martyrs, le front de guerre, toutes ces nuits qu'on a passées dans l'obscurantisme la plus totale, sans électricité, sans énergie, je veux dire, j'ai réussi à illustrer une période dure de la vie du peuple syrien. Et puis, quand j'ai fini ce film, je me suis dit maintenant, je vais aller le présenter aux amis de la Syrie. Bon, il y avait l'Irak, l'Iran et la Russie. Et le film, je le fais en arabe, en persan et en russe. Donc je l'ai présenté partout durant mon passage dans ces pays-là. Et je trouvais qu'ils ont adoré ce film, parce que ça rappelle les leurs aussi. Et en ce qui concerne les Russes, je le dis, je le répète aujourd'hui, c'est sûr qu'ils avaient des soldats qui sont tombés
à côté des soldats syriens, dans le même camp, dans le même front de guerre. Et ça, c'est, pour moi, je reconnais ça. Et puis, on va trouver des autres qui vont dire, ouais, mais la Russie, il avait l'intérêt de venir en Syrie. Mais on a tous les intérêts chez l'autre. Il n'y a pas un seul pays au monde qui n'a pas d'intérêt chez un autre pays. Je préfère un pays comme la Russie, qui a l'intérêt en Syrie, mais qui vient se bagarrer à mes côtés, qu'un pays comme l'Amérique, qui vole mon pétrole, qui vole ma terre, qui m'envoie des bombes, qui divise la Syrie. Donc, non, la Russie, c'est un pays ami. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Mais un ami, elle ne peut pas tout faire à ta place. Et puis elle a ses propres problèmes. La Russie, c'est un pays qui subit aujourd'hui, on vient de le dire, une agression la plus atroce de l'histoire. C'est pas la guerre de l'Ukraine, il n'est pas né à Moscou. Il est né à Londres, et à Washington, et à Tel Aviv, et un peu à Paris, et à Berlin. Donc, Alors du coup, on va faire maintenant le parallèle avec votre dernier ouvrage, Adanazam, du coup votre livre Damas-Moscou à cheval. Vous racontez votre folle aventure. Vous êtes parti le 19 avril de Damas, en Syrie, afin de rallier Moscou, 6000 km à travers des pays comme l'Irak et l'Iran. Il s'agit, je crois, de votre 3e voyage, c'est bien ça? oui. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce voyage et quel message souhaitez-vous faire passer? Vous savez, je suis un être un peu compliqué et simple à la fois. J'adore la politique. Depuis ma naissance, depuis bébé, j'ai toujours dit que je vais arriver à diriger ce monde ou participer avec ceux qui dirigent le monde. Donc j'adore la politique. J'ai tout fait pour étudier, pour apprendre, pour tout ça. Et tout ça, c'est au service de mon pays, de la Syrie, de mon peuple. Mais je n'ai pas pu me contenter uniquement de la Syrie, parce que le premier voyage que j'ai fait, le tour du monde à cheval, en 1982 à 86, il m'a ouvert les yeux. Et moi, j'ai su rester toujours sensible à l'apprentissage. J'ai découvert le monde occidental très jeune et je me suis rendu compte que si on n'apprend pas les autres cultures, les autres peuples, les autres coutumes et traditions, on ne peut pas être bon pour son propre peuple. Et donc, je me suis installé en France. Et pendant 25 ans, c'était 25 ans d'apprentissage pour moi, d'histoire, d'une vie politique, parce que la politique en France, c'est une école quand même, c'est pas... Et j'étais vraiment très 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 proche. Je me suis... en fait, j'ai agi comme si j'étais né à Paris, comme si j'étais un Français à part entier. J'ai créé mon entreprise, j'ai créé mon association, j'ai commencé à militer, j'ai distribué des tracts à la sortie du métro pour le parti de Jacques Chirac. Je n'ai jamais été à gauche, moi, ici en France. J'ai toujours été avec Jacques Chirac. Et donc, après, j'ai créé mon propre parti politique parce que c'était difficile de m'intégrer dans un parti politique où je me suis présenté aux élections législatives en 1994. Donc, en fait, la politique pour moi, ce n'est pas une politique de racaille et d'apprendre davantage financier ou politicien ou avoir un poste ou avoir une situation. La politique, c'est une affaire noble. C'est un débat d'idées, c'est réveiller les gens, c'est orienter la pensée
des uns et des autres voir la justice. C'est une affaire, ce qui m'intéressait dans les idées de Jacques Chirac, c'était en fait le gaullisme qu'il véhiculait et les idées de De Gaulle quand il voulait faire ou avoir une politique arabe de la France. En fait, c'était ça. Parce que au bout de 25 ans en France, je crois toujours que la profondeur stratégique de la France, c'est le monde arabe. C'est l'autre bassin, le bassin méditerranéen. Et c'est pas uniquement l'Europe, et surtout pas les États-Unis ni la Grande-Bretagne. Donc je voulais vraiment travailler, aider à émerger ce travail, ce partenariat entre les deux rives méditerranéennes. Donc c'était ça pour moi. Écoutez, c'était, en tout cas, vous avez bien participé à tout cela Absolument. lors de votre expérience en France pendant de si nombreuses années. Et toujours en parlant de ce voyage Damas-Moscou, la grande mosquée des Omeyyades était votre point de départ du voyage. J'imagine que c'est un symbole. Pourquoi avoir choisi ce lieu? Ben, si vous voulez, Damas, c'est quand même... Damas, c'est une ville historique. Damas a gouverné le monde pendant plusieurs centaines d'années. Et jusqu'au moment où le calife de Damas, quand il voyait le nuage dans le ciel, il passe au-dessus de Damas. S'il ne fait pas tomber son pluie au-dessus de Damas, on lui disait, c'est pas grave, va faire tomber tes pluies où tu veux, mais après l'eau, il va revenir à Damas. Donc c'est comme si la terre entière appartenait à Damas. Donc les Omeyyades, c'est la dynastie qui a créé la première État arabe. Et donc moi je suis parti vraiment de la place des Omeyyades, via Damas, via la mosquée des Omeyyades, et puis après partir vers le sud. Donc la dynastie des Omeyyades, c'était la dynastie qui a créé la première État arabe, qui est arrivé jusqu'à l'Andalousie et jusqu'à même Tours, à côté de Paris ici. Ah oui, donc un beau symbole, effectivement. Voilà. Lors de ce voyage, quelle a été votre plus grande peur? Parce que vous avez quand même traversé des pays au niveau sécurité qui laissaient à désirer. Hein. Et quelle a été au contraire votre plus grande joie? La peur, il y avait la peur tous les jours pendant le voyage. La peur... surtout en Jordanie et en Irak. Il y a partout, on me disait, il y a Daesh qui est pas loin d'ici. Vraiment. Donc, en Iran, dans le nord de l'Iran, j'étais tout le temps escorté par la police parce que là aussi, il me disait qu'il y a Daesh qui existait là-bas parce que c'est une zone où il y a de l'influence turque. Et Al-Qaïda de Osama Ben Laden, ils avaient leur base là-bas. Et ce n'était pas nettoyé complètement. Donc, il y avait toujours la peur de ce terrorisme qui peut frapper à tout moment. Et puis, l'autre aspect, l'aspect dur, c'est j'avais 2 juments. Et il y avait des climats insupportables. Je me rappelle quand je marchais à Bagdad, en Irak, à côté de Bagdad, on était comme ça. Parce qu'il y a 55 degrés de... Vraiment, je veux dire, tu touches n'importe quel morceau de métal, ça te brûle le doigt. Et les pauvres, les 2 juments, moi, à la limite... je veux dire, je peux avoir à quel moment ma limite que je dois m'arrêter quoi qu'il arrive, mais les juments, comment je regarde dans leurs yeux, c'était extrêmement dur. Et puis une fois que j'ai traversé la Jordanie, l'Irak et l'Iran, là d'un seul coup je rentre. La première semaine en Russie, il y avait la neige. Ah oui. Sacré contraste. Donc,
Ce qui fait qu'au Daghestan et en Tchétchénie, tout le monde me dit, mais là, tu t'arrêtes ici, pendant 3-4 mois, tu attends que l'hiver se termine, et après, tu continues à voyager. Et ils étaient très sérieux, ils voulaient absolument me garder pendant l'hiver là-bas. Ils m'ont dit que personne n'a avancé vers Moscou en période d'hiver. Et moi, j'ai avancé, donc j'ai supporté tout ça. Mais Donc des conditions extrêmes, aussi bien la chaleur que le froid. C'était absolument des conditions extrêmes. Donc c'était difficile pour vous à ce moment-là. C'était l'aventure la plus aventureuse de première seconde jusqu'à la dernière seconde. Là, il faut vraiment puiser au fond les ressources. Hein. Et au contraire, votre plus grande joie, on ne l'a pas abordée. C'est tout le voyage, c'était la joie. Tout le voyage. Alors, vous êtes arrivé au bout de ce voyage et au bout de cette extraordinaire aventure. Est-ce qu'elle était à la hauteur de vos espérances ? Vous savez, dans toutes les expéditions de la Terre, il y a toujours des moments où on regrette quelque chose qui ne se passe pas comme on veut. Donc, moi, j'avais prévu d'offrir la jument au président Poutine. Vladimir Poutine, tout à fait. Et tous les Russes attendaient ça, parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi, quand j'ai commencé à traverser la Russie pendant 90 jours, les Russes adoraient ce voyage. Les Russes, c'est un peuple vraiment chaleureux. Ils se sont pris au jeu avec moi. Ils ont fait comme si j'étais... Ils ont suivi vos étapes. Absolument, c'est comme si j'étais un de leurs. Qu'ils soient les policiers qui marchaient avec moi pour me protéger, ou les populations qui me recevaient tous les soirs. Donc, tous les soirs quand j'arrive, ils me disent « Ouais, vous allez à Moscou? Oui, je vais voir Poutine. » Donc, tous les Russes savaient que j'allais rencontrer Poutine. Et ils ont commencé même à me donner des lettres. Ah oui, pour transmettre. Oui. À Poutine. Je suis arrivé à Moscou avec une centaine de lettres pour le président Poutine. Et petit à petit, les chaînes de télévision, ils ont cru, parce que moi je parlais avec certitude, ouais, je vais voir Poutine, Poutine il m'attend. Et moi j'étais tellement sûr, j'étais tellement persuadé que Poutine va me recevoir. Je me suis dit, il ne doit pas avoir un conseiller taré mental qui va lui dire non, il ne faut pas recevoir ce monsieur, parce que je ne suis pas un vagabond, je suis un grand voyageur, écrivain, intellectuel syrien, arabe, ami de la Russie. Tout le monde sait que j'allais écrire un livre sur ce voyage. Donc même quand on est Poutine, on ne peut pas ne pas me recevoir. Et j'étais en communication quotidienne, tous les jours, tous les soirs. J'appelais l'ambassadeur de Syrie et tous les jours, il me dit « Ouais, t'inquiète pas, tout est prévu, et tout est absolument en règle, quoi. On t'attend et tu vas arriver sur la place rouge et Poutine va te recevoir. » Et puis, juste 100 km avant Moscou, je reçois un coup de téléphone de l'ambassadeur pour me dire que finalement il y a un problème en Russie. Il y a un trouble de l'ordre public où le tsar Poutine, il ne peut plus te recevoir. Et il ne faut surtout pas qu'il t'arrive à Moscou. Ah. On ne peut même pas garantir ta sécurité à Moscou. Et ça, c'est vraiment... Je veux dire, pour moi, c'était impossible. Je veux dire, impossible de quoi. C'est le but ultime de toute cette épopée-là. Il y avait des interventions, des grandes personnalités syriennes qui m'ont appelé
pour me demander de ne pas faire de problème. Et puis voilà, donc je me suis arrêté à Toula, à 100 km de Moscou, et Poutine a envoyé un général de la police pour me recevoir à Toula, et puis pour prendre la jument, pour l'État russe. Eh oui. Voilà. Et est-ce qu'il a repris contact avec vous par la suite, par courrier ou... Alors, je crois que dans votre livre, vous deviez attendre une lettre, je crois. Absolument. Alors, une fois que j'ai fini la cérémonie d'offrir la jument à Toula, je suis allé à Moscou en voiture. Et puis l'ambassadeur syrien, il me donne une lettre de Sergei Lavrov. Oh là là, signée de main de Sergei Lavrov. Et il me dit, il y a une autre lettre de Poutine que je te donnerai demain. Et puis c'est vrai que ce demain, il n'est pas encore arrivé. Et j'attends un jour. Que cette lettre arrive. Peut-être que Poutine m'appellera pour me dire... parce que quand j'étais en Russie, toutes les phrases que j'ai employées sur la route, tout ce que j'avais dit en Russie, que moi je viens pour apporter mon soutien à la Russie et pour exprimer mes remerciements à la Russie, il y avait certains soi-disant personnages intelligents, entre guillemets, qui disaient ouais, Adnan il est un peu... Et il rajoute un peu, il n'y a pas de guerre entre la Russie et le monde occidental. Mais moi je le savais, que ça va arriver. C'est parce que ça fait 50 ans que je fais de la politique. Et or, ceux qui n'ont vraiment pas cru à ce que je disais, aujourd'hui, ils peuvent regretter. Et je suis sûr que le peuple russe aurait été très fier de moi et de son président si Poutine m'a reçu à Moscou. Oui. Alors la dernière question, est effectivement une petite note d'espoir peut-être. À travers ce voyage et au travers de vos actions, on voit que vous êtes un messager de la paix. Vous créez des ponts entre les peuples. Dans cette société et plus largement dans le monde, nous sommes de plus en plus divisés. Que diriez-vous aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Quel message d'espoir? Alors, l'espoir, on ne va pas dire des mots stupides, naïfs. L'espoir, c'est comme une plante. Si on ne l'arrose pas, il va mourir tout de suite. Aujourd'hui, mon espoir, c'est quoi? Aujourd'hui, lundi 16 janvier 2023. Mon espoir, que je trouve davantage d'amis, comme Claude, comme Emmanuel, comme Lucien, comme tous les amis avec lesquels je travaille en France, qui se réveillent davantage pour dire non à Emmanuel Macron. Hier, j'ai écouté Nicolas Dupont-Aignan. Il a fait une vidéo absolument magnifique. Et il y a quelques jours, j'ai écouté également Pierre de Gaulle, le petit-fils du général de Gaulle. Donc aujourd'hui, si j'ai un message d'espoir intelligent, pas naïf, je dis que si on travaille 1 heure par jour pour la paix, il faut qu'on travaille 15 heures par jour. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse faire un maximum de rassemblements, un maximum de travail pour convaincre l'intelligentsia occidentale, anglo-saxon, que la guerre n'est pas vraiment la meilleure solution pour notre existence.
Vous savez, vous me demandez une note d'espoir, mais je me trouve en train de terminer avec une note d'horreur. Parce que les Français et les Européens, ça fait très longtemps qu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est la guerre. Si demain, il y aura la guerre entre la France, entre l'Europe et la Russie, 2 jours après, il va y avoir à Paris des dizaines et des dizaines de groupes armés qui vont pousser comme des champignons. On va kidnapper Younes, on va kidnapper un ministre, on va kidnapper un homme riche, on va commencer à tirer sur quelqu'un qui passe en dessous de notre fenêtre pour créer des zizanies entre deux quartiers. On va avoir d'énormes... Des déstabilisations totales. Et ce n'est pas l'armée française, ni la police en France, qui va réussir à garder la paix en France ni en Europe. Créer une guerre est une chose, mais maîtriser la guerre, ça n'est un autre. C'en est une autre. Donc pour ça, j'appelle vraiment tous les Français, il y en a beaucoup de Français de bonne volonté, à vraiment à travailler pour arrêter cette escalade de guerre. Escalade, oui, oui. Alors, pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'actualité prochaine? Je crois qu'il y a une conférence qui se prépare. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien sûr, absolument. Je vous invite tous à venir nous joindre le samedi 4 février à 16h dans une salle à Gare de l'Est. Ceux qui souhaitent assister à cette conférence, à cette rencontre, on parlera de tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui et j'ai dédicacé mon livre également. Et ils peuvent me contacter via mon numéro de téléphone 06 65 16 59 14. D'accord. Eh bien, écoutez, le message est passé. Merci Adnan de nous avoir consacré cette interview. Je rappelle que vous pouvez vous procurer le livre en description de cette vidéo. Et donc, le titre, c'est le Damas Moscou à cheval aux éditions du Alpha. Merci. Absolument. Merci à tous de nous Merci avoir à vous. écoutés.